Un classique. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu. Erica Albright's a bitch. Do you think that's because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all BU girls are bitches? From Mark Zuckerberg to Tyler Winklevoss, November 30th, 2003. I read over all the stuff you sent me re Harvard Connection, and it seems like it shouldn't take too long to implement. He's expanding. What? He's expanding to Yale, Columbia, and Stanford. It's going to be in the Crimson tomorrow. Every minute the site is up, Harvard Connection becomes less valuable. I want punitive relief, and I want him dead. He's in violation of Harvard law. Is there such a thing as Harvard law? Wait. Yeah. There is. I want a meeting with the goddamn president of this school. Good morning, sir. I'm Cameron Winklevoss, and this is my brother, Tyler. And you're here because... We came up with an idea for a website called Harvard Connection. We've since changed the name to Connect You. And Mark Zuckerberg stole that idea. Voler leur idée? Non mais ils sont drôles. J'aimerais bien voir comment ils vont construire leur argumentaire. In the Harvard Student Handbook, which is distributed to each freshman, under the heading Standards of Conduct in the Harvard Community, it says the college expects all students to be honest and forthcoming in their dealings with members in this community. Students are required to respect public and private ownership and instances of theft, misappropriation... And, yes sir, punch me in the face. Go ahead. Non mais clairement, il a raison. Déjà, ils font appel au code de bonne conduite de Harvard pour défendre leur cas. Mais en plus, ils font référence au passage sur le vol de biens entre étudiants pour l'appliquer au vol de leur idée. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ça y est, ils ont littéralement comparé le vol d'une idée au vol d'un ordinateur. Non mais non, les gars, j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Une idée, ça ne vaut rien. C'est l'exécution d'une idée qui fait la valeur d'un projet. Millions. Yes. You might just be letting your imaginations run away with you. Sir, I honestly don't think you're in any position to make that call. I was the U.S. Treasury Secretary. I'm in some position to make that call. I would suggest that you let your imaginations run away with you on a new project. Ce passage est bien parce qu'il les descend de leur nuage. En gros, il sous-entend que leur idée ne vaut pas plus qu'une autre et qu'ils ont juste à prouver leur valeur sur un autre projet. La voie de la Come up sagesse. with a new project. I'm sorry, sir, but that's not the point. Please, arrive at the point. You don't have to be an intellectual property expert to understand the difference between right and wrong. Non, là c'en est trop. Ils osent faire appel à la propriété intellectuelle pour défendre leur point de vue. Ce malentendu sur ce qu'est la propriété intellectuelle n'a que trop duré. Il faut qu'on en parle. Je vois pas vraiment ce que tu leur reproches là au frère Winklevoss. Ok, bon, reprenons. On a déjà vu pourquoi est-ce que dans le milieu startup, bien que ce soit contre-intuitif, il est recommandé de parler de son projet. Oui, mais justement, je dois parler de mon idée. Du coup, je veux la protéger d'abord. T'as beau nous avoir dit que dans le pire des cas, c'est pas très grave, en vrai, si on nous pique nos idées, je préfère quand même prendre mes précautions. Comme ça, si ça m'arrive, je peux poursuivre la personne en justice. Mais quelles précautions tu voudrais prendre? Bah, je sais pas moi, je dépose un brevet sur mon idée. Oh. Bon, brevet, propriété intellectuelle, droit d'auteur, marque... Éclaircissons un peu tout ça. Posons déjà les bases. Pour ce faire, je vais citer mon talentueux confrère youtubeur Lex Tutor qui en a déjà très bien parlé dans l'une de ses précédentes vidéos. En réalité, en droit, une simple idée n'est pas protégée et elle est alors dite de libre parcours. C'est seulement le processus qui va partir de cette idée pour lui donner corps, pour lui permettre de s'incarner en une œuvre cohérente qui va faire naître une véritable protection sur le terrain du droit. Autrement dit, si le mouvement artistique du cubisme n'est heureusement pas protégeable, l'ensemble des œuvres peintes par Picasso pendant sa période cubiste, elles, le sont. Donc vous l'avez compris, Une idée, ça ne se protège pas. on avait d'ailleurs déjà parlé dans une précédente vidéo de sociétés qui créent des startups à la chaîne en copiant des idées qui fonctionnent très bien dans d'autres pays. On peut critiquer l'éthique du procédé, mais légalement, c'est irréprochable. Mais alors, je comprends pas bien. C'est quoi la propriété intellectuelle? Ça sert à quoi? Bonne question. Eh bien, la propriété intellectuelle, ce sont des droits exclusifs accordés sur des créations intellectuelles à leurs auteurs ou aux ayants droit de ces œuvres de l'esprit. Bah, mes créations intellectuelles, mes œuvres de l'esprit, c'est bien mes idées, non? Non. Attention, quand on parle d'une œuvre de l'esprit, on ne parle pas d'une idée, mais d'une matérialisation en œuvre de cette idée. Allons un peu plus loin sur la propriété intellectuelle, tu vas comprendre. Celle-ci peut être divisée en deux parties, la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. La propriété littéraire et artistique s'applique aux œuvres de l'esprit dont on vient de parler, et c'est là qu'on retrouve le fameux droit d'auteur. La propriété industrielle, quant à elle, regroupe les créations de type utilitaire, les inventions, et les signes distinctifs.
Ici on y retrouve le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le très fameux droit des brevets. La propriété intellectuelle comprend aussi d'autres droits, mais on a cité les plus importants. Chacun de ces droits a une utilité bien particulière. Et ça, c'est bien. Le droit d'auteur protège l'utilisation d'une œuvre originale. Ce qui est particulièrement intéressant avec le droit d'auteur en France, c'est qu'il est automatique. Pas besoin de faire une quelconque déclaration pour faire valoir vos droits. Le droit des dessins et modèles protège l'apparence d'un produit qui est caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ça s'applique à tout objet industriel ou artisanal, même les emballages. Par contre attention, ça ne s'applique pas aux programmes informatiques. Le droit des marques protège évidemment les marques. C'est-à-dire tout signe qui sert à distinguer le produit ou le service d'une personne ou d'une entreprise. Son nom de domaine, ou même toute symbolique graphique qui l'identifie clairement. Enfin, le moins bien compris de tous, le droit des brevets. Le droit des brevets protège une invention en donnant au propriétaire le droit exclusif de l'exploiter. Mais attention, il faut bien comprendre ce qu'on appelle une invention. Un réseau social, c'est pas une invention, c'est un concept. Par contre, le logiciel qui a été créé pour réaliser ce concept et qui est composé de millions de lignes de code et de toute une architecture informatique très particulière pour le faire tourner, peut être considéré comme une invention. Une invention, c'est le procédé de fabrication très détaillé qui permet d'aboutir à une matérialisation bien particulière d'un concept. Donc si je veux protéger ma super invention du vélo à synchro muni de réacteur fongique, je ne peux pas protéger le fait de faire un vélo à synchro muni de réacteur fongique. Je ne peux que protéger ma manière de faire pour en réaliser un. Et donc, comme il faut bien que tout le monde puisse savoir ce qu'on n'a pas le droit de copier, à savoir notre procédé de fabrication, on est obligé, pour protéger notre invention, de divulguer publiquement tout ce procédé dans les moindres détails. Quoi? Tu veux dire que pour protéger mon invention, je suis obligé de dire à tout le monde comment je la fabrique? Exactement. Et ce n'est pas tout. Le droit des brevets ne te permet de protéger que le procédé de fabrication que tu déclares. Et ça, si on reprend mon exemple, ça signifie que si quelqu'un décide lui aussi de fabriquer un vélo à synchro muni de réacteur fongique, mais que le procédé de fabrication est différent du mien, il est dans son droit le plus total. What? Non, attends, je comprends pas. J'ai entendu dire que quand quelqu'un veut investir dans une startup, il veut très souvent qu'elle ait ses fameux brevets. Mais à quoi ça sert du coup, si les concurrents peuvent quand même copier nos idées en toute légalité Bon, c'est une bonne question. À quoi ça sert au final de se protéger? Et en particulier pour des startups et autres sociétés. Le droit d'auteur, comme je l'ai dit, sert à protéger l'utilisation d'une œuvre. Si je code le jeu Crash of Cats, vous n'avez le droit d'utiliser mon jeu, que ce soit pour y jouer, pour le partager, pour en tirer du profit ou toute autre chose, ou même évidemment de le posséder, que si vous remplissez les conditions que j'ai personnellement définies à cet effet. Si je veux que vous payiez à chaque fois que vous y jouez et que vous ne le faites pas, je peux vous poursuivre en justice. Le droit des marques sert à ce que personne ne se fasse passer pour une entreprise ou quelqu'un qui n'est pas, et profite par exemple de sa renommée pour se faire de l'argent. Par exemple, ne croyez pas que ce restaurant chinois est une filiale de KFC, c'est bien un restaurant qui utilise Pépouze en toute illégalité l'image d'une grande marque pour attirer les gens chez lui. N'est-ce pas? Et enfin, celui que vous attendez tous, le brevet. Non, pas le... Non. Pas celui-là. Celui-là. Bien que dans la théorie, comme on l'a vu, le brevet serve à protéger un procédé de fabrication, dans la pratique, vous l'aurez compris, n'importe qui peut toujours mettre en place le même concept à partir d'un autre procédé de fabrication. Mais déjà, il y a une première difficulté. Il faut que ce quelqu'un mette en place son propre procédé et ce dernier doit être clairement différent de celui qui est breveté. Et ça prend du temps. Donc le brevet sert avant tout à ralentir des éventuels concurrents. Et ensuite, il y a un petit cercle vicieux qui se met en place. D'abord, cette capacité à ralentir les concurrents potentiels, ça intéresse les investisseurs, parce que c'est un bon avantage concurrentiel. Ça les incite donc à miser sur les boîtes qui ont des brevets. Ensuite, un brevet, ça fait peur aux concurrents potentiels. D'abord évidemment parce que la majorité des personnes comprennent mal le droit des brevets, donc beaucoup de personnes auront peur de se prendre un procès en faisant un produit concurrent. Ensuite parce que même s'ils comprennent le droit des brevets, ça les met dans une situation de retard, car ils doivent trouver leur propre manière de mettre le procédé en place. Mais surtout, ça fait peur parce que tout le monde sait justement que les investisseurs misent principalement sur les boîtes qui ont des brevets. Donc ça veut dire qu'une telle boîte aura une forte capacité à attirer de l'argent, et donc à devenir un adversaire redoutable. Par conséquent, cette peur renforce l'avantage concurrentiel apporté par le brevet, et donc l'intérêt des investisseurs. La boucle est bouclée. Et voilà, maintenant tu sais pourquoi les frères Winklevoss dans The Social Network, et surtout dans la vraie vie, étaient en tort lorsqu'ils parlaient du vol de leur idée. Mais t'as vu la fin du film? Les petites lignes qu'ils mettent pour préciser la fin de l'histoire?
Ils ont été dédommagés, hein, les frères Winklevoss. Comment t'expliques ça? Voilà cette vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la, mettez un petit pouce en l'air. Si c'est pas le cas, un petit pouce par terre. Si vous voulez être toujours au fait des vidéos que je publie, l'abonnement est fait pour ça. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook. Voilà. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo en Startup Notions, ou peut-être que ce sera du Scopper, ou peut-être du Startup Time. On verra. La surprise au prochain épisode.